tranquillement et relire ce qu'on va dire. D'abord, voici le plan, un plan classique de cours de pathologie. Comme introduction, le rétrécissement aortique, c'est la valvulopathie la plus fréquente dans les pays développés. On n'a pas de données en Algérie, mais on commence à rejoindre l'épidémiologie des pays développés. Je pense qu'on a fait déjà notre transition épidémiologique. Donc, la prévalence, elle est de 2 à 7% à partir de 65 ans. Donc, c'est énorme. C'est une pathologie très fréquente. Il faut savoir que l'étiologie dégénérative, c'est-à-dire qui est liée plutôt à l'âge, est la plus fréquente dans les pays développés. Dans les pays sous-développés, où on voit de développement, si vous voulez, c'est CT, bon, la pathologie rhumatismale. C'est ce qui était le cas en Algérie il y a quelques décennies, on va dire. Mais actuellement, même en Algérie, même si on n'a pas de chiffres, on le ressent énormément dans nos consultations et dans notre pratique quotidienne. Autrefois, nous, on est une génération qui a vécu, on va dire, cette transition. On a vu un peu la pathologie rhumatismale qui est en train de diminuer, qui a diminué. Et maintenant, on assiste aux pathologies plutôt dégénératives qui sont liées à l'âge. Vous savez très bien que l'espérance de vie a augmenté. Et donc, toutes les pathologies qui sont liées à l'âge deviennent très, très fréquentes. Et il faut noter qu'il y a actuellement l'émergence de nouvelles techniques de remplacement valvulaire aortique sans ouvrir le thorax. C'est des techniques dites percutanées qui facilitent un peu les choses chez les patients qui sont à très haut risque chirurgical. D'abord, qu'est-ce qu'un rétrécissement aortique? C'est un obstacle à l'éjection ventriculaire. Vous savez très bien que l'aorte, c'est la voie d'éjection du ventricule gauche. Le siège est le plus souvent valvulaire, mais il peut être sous-valvulaire et supra- ou supravalvulaire. Alors, voici les étiologies. Le plus fréquent, on avait dit, c'est le RA dégénératif. Après, vous avez le RA rhumatismal, la bicuspidie, le rétrécissement aortique congénital et les autres étiologies beaucoup plus rares qu'on va détailler maintenant. D'abord, l'étiologie dégénérative. Alors, c'est la pathogénie du rétrécissement aortique dégénératif ressemble beaucoup à la pathogénie de l'athérosclérose. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les patients qui développent un rétrécissement aortique dégénératif ont le même profil que ceux qui font de l'athérosclérose. C'est-à-dire qu'ils ont des facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie. Et même sur le plan pathogénie, c'est la même chose. Il y a infiltration des lipides au niveau de la valve et cette infiltration va entraîner l'oxydation. L'oxydation va entraîner l'appel des cellules immunitaires et puis il va y avoir la fibrose et le remaniement et qui se termine à la fin par des calcifications. Donc, la pathogénie est la même et survient le plus souvent chez le sujet âgé. Donc, on avait dit qu'il y a au début une sclérose de la valve aortique et puis, avec le temps, la stimulation de la calcification de la valve qui va rendre la valve va perdre sa mobilité et ça se calcifie et ça devient rigide. Et puis après, il va y avoir l'imitation de l'ouverture de la valve aortique qui va entraîner l'obstacle à l'éjection.
Voici une image. À gauche de l'écran, vous avez une valve qui est normale et à droite, vous avez une valve qui a un rétrécissement aortique dégénératif. Regardez très bien, vous voyez que la valve elle est tricuspide, hein, c'est la valve, normalement elle est tricuspide, avec une valve antéro-droite, antéro-gauche et la valve postérieure. D'accord? Donc, vous regardez la valve pathologique, on voit qu'au niveau des commissures, il n'y a pas grand-chose. Hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de symphyse, comme on dit. Il n'y a pas d'accollement des berges. Mais regardez sur la surface valvulaire, elle est pas lisse, elle est un peu crénelée et vous avez des calcifications sur la valve aortique, ce qui rend cette valve rigide et elle ne s'ouvre pas très bien. Ça, c'était l'étiologie dégénérative. Maintenant, l'étiologie rhumatismale. Regardez maintenant cette valve qui est rhumatismale. Regardez très bien ce qu'on voit, ce qui caractérise cette valve, c'est, regardez les commissures, elles sont soudées, ce qu'on appelle la symphyse commissurale. Et cette symphyse, elle est quasiment pathognomonique de l'étiologie rhumatismale. Donc, la pathologie rhumatismale survient souvent après plusieurs années de rhumatisme articulaire aigu. La symphyse commissurale est la lésion caractéristique, on vient de le dire, peut survenir chez le sujet relativement jeune, puisque le rhumatisme articulaire aigu survient souvent durant l'enfance, donc après quelques années, le sujet est relativement jeune, mais ça peut survenir beaucoup plus tard, dans la quarantaine, on va dire, entre 30 et 40 ans, voire même vers 50. Souvent sous forme de maladie aortique, parce que même si ça ne s'ouvre pas bien, et aussi ça ne ferme pas bien. Donc ça donne une insuffisance aortique associée à un rétrécissement aortique, ce qu'on appelle une maladie aortique, c'est-à-dire il y a les deux pathologies, rétrécissement plus insuffisance. Et il faut noter qu'il y a une association avec l'atteinte mitrale, puisque la valve mitrale, c'est celle qui est atteinte par prédilection en cas de rhumatisme articulaire aigu. Donc, il y a une association, souvent, c'est des polyvalvulopathies. Alors, maintenant, la bicuspidie, troisième étiologie. Regardez cette valve, c'est une valve bicuspide. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 3 cusps, on a 2 cusps. Vous voyez, il y a une valve, une cusp antérieure et une cusp postérieure. Regardez en bas, c'est ce qu'on appelle un raphet. Hein, je vais le montrer avec le curseur. Ça, c'est le raphet. Hein. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une valve comme ça, une sigmoïde comme ça s'est soudé ici et ça donne une grande sigmoïde postérieure. Donc ça, c'est le raphet. Et il y a deux cusps, ou bien 2 sigmoïdes. Alors, elle se manifeste le plus souvent à l'âge adulte. Donc, on est avec, mais les problèmes souvent se manifestent bien après. Alors, la pathogénie, c'est que souvent, c'est un rétrécissement. Ça donne un rétrécissement aortique dégénératif. Mais la dégénérescence, dans ce cas, survient à un âge beaucoup plus jeune, hein, vers la cinquantaine. Donc, il y a une accélération des manifestations de la dégénérescence. Il y a une dégénérescence, si vous voulez, à un âge plus jeune. Parce que
la valve bicuspide, sur le plan hémodynamique, elle est soumise à plus de contraintes, donc ce qui favorise un peu son vieillissement par rapport à la valve tricuspide. Donc, on va avoir comme un rétrécissement aortique calcifié, comme les lésions sont celles des rétrécissements aortiques dégénératifs, mais qui survient à un âge plus jeune. La bicuspidie aussi peut entraîner une fuite aortique à un âge beaucoup plus jeune. On peut avoir des insuffisances aortiques sur une bicuspidie qui surviennent vers l'âge de 20, 30 ans, 40 ans. Donc, ça peut donner les deux pathologies. Le rétrécissement aortique, qui va être de pathogénie, on va dire, dégénérative à un âge plus jeune, ou bien ça donne aussi des insuffisances aortiques qui surviennent à un âge plus jeune. Il faut savoir aussi que la bicuspidie, souvent, elle s'associe à une dilatation de l'aorte ascendante. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il y a un rétrécissement aortique, par exemple, il va y avoir une orientation un peu particulière du G qui est excentrée, vu la morphologie de la valve, qui va entraîner une dilatation de l'aorte ascendante, parce que le sang va aller sur une partie de l'aorte ascendante qui va entraîner une surcharge ou des lésions de G, si vous voulez, qui vont entraîner une dilatation de l'aorte ascendante. Donc, chose importante, quand vous avez une bicuspidie, il faut chercher la dilatation de l'aorte ascendante. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand on a une pathologie aortique, de la valve aortique, il faut toujours voir les dimensions de l'aorte. Parce que s'il faut intervenir, on va voir tout à l'heure, les dimensions de l'aorte vont nous intéresser. Mais il faut savoir que la bicuspidie s'associe souvent avec une dilatation de l'aorte. Alors, le congénital, c'est un monde, on va juste insister sur les choses les plus fréquentes, parce que le rétrécissement aortique congénital, c'est quasiment un cours à part, mais ce qui vous intéresse le plus en tant que généraliste, c'est le rétrécissement aortique valvulaire dans les trois étiologies dont on a parlé, mais il faut avoir une notion aussi sur le RA congénital. Alors, donc le RA congénital, il peut se manifester à plusieurs âges. Celui qui se manifeste avant l'âge de 1 an, c'est souvent une monocuspidie, c'est-à-dire qu'il y a une seule cusp qui s'ouvre mal, qui va entraîner un rétrécissement aortique. On peut avoir une sténose supravalvulaire, c'est-à-dire c'est l'aorte supravalvulaire qui va être sténosée. Ça peut être dans le cadre du syndrome de Williams-Beuren. Syndrome de Williams-Beuren, c'est des sténoses qui touchent toute l'aorte et parfois ses bronches, qui souvent elle est détectée par une hypertension artérielle. Et les sténoses peuvent se situer n'importe où sur l'aorte, parfois au niveau de l'aorte ascendante, qui va entraîner un obstacle à l'éjection ventriculaire. C'est une sténose sus-aortique ou supra-aortique. Et la sténose, elle siège au-dessus des ostia coronaires. D'accord? On peut avoir aussi une sténose sous-valvulaire, donc sous forme d'une membrane sous-aortique, ou bien une sténose fibromusculaire, où la forme la plus sévère, c'est une sorte de tunnel fibromusculaire. Donc tout ça, donc surtout dans le congénital, vous pouvez avoir
sténose sous-valvulaire, valvulaire et supravalvulaire. D'autres étiologies beaucoup plus rares, on peut avoir l'insuffisance rénale chronique, ça peut entraîner un rétrécissement aortique calcifié, comme le RAC dégénératif. Médicamenteuse, le métisergite peut entraîner la sclérose des valves. Le post-radique est relativement fréquent dans ces causes rares. Si on a une radiothérapie thoracique pour un lymphome ou pour un Hodgkin ou pour une pathologie du sein. Bon, maintenant, c'est vrai que pour les pathologies du sein actuellement, on est beaucoup plus ciblé et la radiothérapie est devenue bien plus précise qu'avant. Et ça peut quand même toucher l'aorte et la valve aortique. On a aussi la polyarthrite rhumatoïde et l'ochronose qui est une pathologie dermatologique qui est exceptionnelle. Voilà pour les étiologies. Donc, retenez pour les étiologies surtout le rétrécissement aortique dégénératif, c'est la cause numéro 1. Le rhumatismal avec la symphyse comme lésion caractéristique. La troisième étiologie, c'est la bicuspidie qui donne c'est la même pathogénie, si vous voulez, que le dégénératif, mais à un âge beaucoup plus jeune. Et puis après, les autres étiologies congénitales et les autres. Maintenant, la physiopathologie. Qu'est-ce qui se passe quand on a un obstacle sur la voie d'éjection du ventricule gauche? Donc, on va voir, bien sûr, une augmentation du gradient entre le ventricule gauche et l'aorte, parce qu'il y a un obstacle. Donc, le ventricule gauche doit pousser beaucoup plus que d'habitude s'il n'y avait pas d'obstacle pour pouvoir assurer une pression aortique suffisante. Après, il va y avoir une hypertrophie ventriculaire gauche et puis une dysfonction diastolique, on va voir tout ça, une dysfonction systolique éventuellement, et on peut avoir aussi de l'ischémie myocardique. Alors, regardez à gauche, c'est la courbe normale. Hein. Je vais vous montrer un peu avec le curseur. La courbe normale, ça, c'est la courbe ventriculaire. Hein, vous la connaissez. Hop, elle monte, la systole. Et hop, ça, c'est la diastole. Regardez la courbe aortique. Donc, elles sont quasiment superposables en systole. Il y a quelques millimètres de différence entre le ventricule gauche et l'aorte. C'est normal, c'est pour que le sang puisse couler du ventricule vers l'aorte. Donc, il y a 3 à 5 mm de mercure de différence entre le ventricule et l'aorte. Ça, c'est la courbe normale. Regardez quand il y a un rétrécissement aortique. Ça, c'est le ventricule et ça, c'est l'aorte. Il y a une différence de pression qui est liée à l'obstacle. OK? Donc, c'est ça le primum movens de toute la physiopathologie du rétrécissement aortique. Regardez ici en d'autres termes. Ici en bleu, vous avez la pression systolique. Hein, là, c'est au niveau du ventricule gauche. Ça, c'est la pression systolique au niveau du ventricule gauche. Regardez comment elle est beaucoup plus élevée qu'au niveau de l'aorte. Vous voyez ici, ça, c'est au niveau du ventricule gauche et vu qu'il y a l'obstacle, la pression au niveau aortique va diminuer. Et regardez en termes de vitesse en rouge, LVOT, ça veut dire la chambre de chasse du ventricule gauche. D'accord? Donc, quand le sang arrive au niveau de la valve aortique, il va s'accélérer et puis
la vitesse va diminuer parce qu'il y a un obstacle. D'accord? Donc, quand il y a cette augmentation de pression intraventriculaire gauche, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation de la contrainte pariétale. Vous avez certainement vu ça, la contrainte pariétale, ça vous rappelle certainement un cours en deuxième année sur la dynamique des fluides et tout ça. Et cette contrainte pariétale, au niveau d'un récipient ou est égale à la pression fois le diamètre de la cavité sur l'épaisseur de la paroi. D'accord? Donc, une augmentation de la pression dans la cavité entraîne une augmentation de la contrainte pariétale. Et cette contrainte pariétale a un effet, on va dire, qui va diminuer les performances des cellules myocardiques qui vont diminuer en termes de contractilité. Donc, pour diminuer cette contrainte pariétale, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une adaptation. Cette adaptation qui est l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche, elle va permettre de faire baisser la contrainte pariétale par augmentation de l'épaisseur de la paroi, d'accord, quand vous le voyez sur cette formule. Et deux, c'est une hypertrophie qui est excentrique, c'est-à-dire qui va se faire vers la lumière de la cavité du ventricule gauche. Donc, le diamètre de la cavité du ventricule gauche va baisser. Donc, la contrainte pariétale va diminuer. Donc, l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est un mode adaptatif à l'augmentation de la contrainte pariétale qui est délétère à la fonction systolique du ventricule gauche. Alors, donc, je me répète, l'augmentation de la contrainte pariétale s'oppose au déplacement des fibres musculaires. Donc, ça stimule l'hypertrophie myocardique et l'hypertrophie myocardique, la HVG, va normaliser la contrainte pariétale, ce qui va conserver un peu la fonction systolique du ventricule gauche. Maintenant, la dysfonction diastolique. Ça veut dire quoi la dysfonction diastolique? C'est-à-dire, vous savez que le ventricule gauche a une systole et a une diastole. Dans la diastole, il se remplit. D'accord? Donc, la dysfonction diastolique, c'est une dysfonction du remplissage ventriculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muscle myocardique se relaxe mal. Et s'il se relaxe mal, la pression télédiastolique du ventricule gauche va être élevée. Et ça, l'augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche va entraîner, bien sûr, une augmentation après une difficulté du remplissage, c'est-à-dire que l'oreillette doit augmenter sa pression pour assurer un gradient de pression OG-VG pour que le sang puisse passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, d'accord? Parce que le sang, vous le savez très bien, passe de la pression la plus élevée à la pression la plus basse. Donc, si les pressions télédiastoliques du ventricule gauche, si les pressions diastoliques du ventricule gauche sont élevées, l'oreillette gauche doit augmenter la pression intra-auriculaire pour assurer un remplissage du ventricule. Et cette augmentation peut retentir sur l'amont, c'est-à-dire les veines pulmonaires et puis les capillaires pulmonaires, et ça va entraîner une dyspnée. Hein? La dyspnée, c'est l'augmentation des pressions au niveau ventriculaire gauche et en amont, c'est-à-dire au niveau du lit vasculaire pulmonaire. Donc, la dysfonction ventriculaire diastolique est liée
surtout à l'hypertrophie ventriculaire gauche, hein, donc qui va entraîner des dysfonctions de la relaxation, parce que la cavité, elle est devenue rigide, surtout en cas de fibrose associée, parce que dans le remodelage, ce qu'on appelle le remodelage, hein, l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est une adaptation, mais il y a des patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche qui va entraîner aussi de la fibrose. Donc, ça dépend des patients. Il y en a des patients qui ont un remodelage juste avec de l'hypertrophie musculaire. Il y en a d'autres, il y a de l'hypertrophie musculaire qui est associée aussi à un remaniement fibrotique. Et ça augmente la dysfonction diastolique. Voilà pour la dysfonction diastolique, c'est-à-dire une perte de la relaxation du ventricule gauche qui va entraîner une augmentation des pressions télédiastoliques ventriculaires gauche qui sont responsables d'une dyspnée ou de fatigue. La dysfonction systolique, la fraction d'éjection du ventricule gauche reste longtemps préservée dans le rétrécissement aortique, mais certains paramètres comme le GLS, Global Longitudinal Strain, ça veut dire le déplacement des fibres myocardiques. On arrive maintenant avec l'échographie à le quantifier, peut être abaissé bien avant la fraction d'éjection du ventricule gauche, parce qu'il y a plusieurs paramètres de quantification de la fonction systolique. Le plus utilisé, le plus connu, le plus ancien, le plus corrélé au pronostic, c'est la fraction d'éjection du ventricule gauche. Mais souvent, elle reste préservée longtemps. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le GLS qui détecte une baisse de la fonction systolique. Hein, c'est le déplacement des fibres myocardiques qu'on peut quantifier par l'échographie. Et plus tardivement, parfois, on peut même avoir une baisse de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Mais c'est souvent très tardif. Alors, les facteurs qui favorisent la baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche inadaptée, c'est-à-dire qu'il y a un remodelage fibreux, hein, et c'est plus fréquent chez l'homme. Une post-charge globale plus élevée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la post-charge globale, il y a la résistance de la valve parce qu'elle est rétrécie, et aussi l'hypertension artérielle, qui augmente aussi la post-charge, et la rigidité artérielle, par exemple les calcifications distales et tout ça. Donc tout ça, s'il y a une post-charge élevée, on associe qui a la somme de toutes ces résistances artérielles et valvulaires, ça va entraîner, ça va favoriser la dysfonction ventriculaire gauche. La sévérité, bien sûr, de la sténose, si vous avez une sténose très très serrée. L'ischémie, on va voir tout à l'heure par quel mécanisme. Ou bien, paradoxalement, une hypertrophie ventriculaire gauche insuffisante. On a dit tout à l'heure que l'hypertrophie ventriculaire gauche, ça permet de réduire la contrainte pariétale et de préserver la fraction d'éjection. D'accord? Donc, il n'y a pas de l'HVG, c'est surtout l'HVG inadapté qui entraîne, qui favorise la dysfonction systolique. Maintenant, on passe à l'ischémie. C'est une ischémie, comme on a l'habitude de la qualifier, souvent dite fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une lésion coronaire. Donc, c'est une inadéquation entre les apports qui sont diminués en cas de rétrécissement aortique et les apports en oxygène et la consommation en oxygène. Donc, ça va être très bien s'il y a une HVG, il y a une masse musculaire plus importante, donc il faut un apport plus important en oxygène. Une augmentation des pressions ventriculaires gauche, pareil. Donc, s'il y a une élévation de pression, donc le cœur doit
fournir une énergie beaucoup plus importante, donc consommation augmentée d'oxygène. Et il y a aussi une augmentation, un allongement en termes de temps de l'éjection, donc plus de consommation d'oxygène. Et d'un autre côté, il y a une raréfaction des capillaires qui sont écrasés par les cellules myocardiques, par l'hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a aussi une augmentation de la pression télédiastolique ventriculaire gauche. Vous savez très bien que les coronaires sont perfusés essentiellement lors de la diastole. Et s'il y a une augmentation de la pression télédiastolique ventriculaire gauche, ça veut dire que la pression de perfusion va diminuer. La pression de perfusion, c'est quoi? C'est la pression diastolique au niveau des coronaires, moins la pression qui comprime ces coronaires. Et cette pression qui comprime les coronaires, c'est la pression au niveau du ventricule gauche. C'est les pressions télédiastoliques ventriculaires gauche. Si les pressions télédiastoliques ventriculaires gauche, ça veut dire augmente, ça veut dire que la pression de perfusion va diminuer. D'accord? Et aussi la diminution du temps de la diastole par allongement de la systole. Voilà. Donc, tout ça va entraîner une diminution des apports et on a aussi une augmentation de la consommation d'oxygène, ce qui peut entraîner une ischémie, sans qu'il y ait un rétrécissement des coronaires. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir de l'angor comme symptôme dans le rétrécissement aortique. Donc, on a tout vu en termes de physiopathologie. On passe maintenant au diagnostic. Alors, les circonstances de découverte. Souvent, le plus souvent, actuellement, on découvre le rétrécissement aortique lors de l'examen clinique par le souffle du rétrécissement aortique. C'est un souffle très audible qui est ausculté par n'importe qui parce qu'on va voir ses caractéristiques. Et parfois c'est des faux asymptomatiques. Le patient, souvent, parce que l'installation est tellement progressive que le patient s'adapte et fait des efforts de moins en moins importants. Ils sont pas, c'est tellement progressif sur des mois et des mois, voire des années, que le patient il va diminuer ses efforts sans qu'il se rende compte qu'il est gêné. Il s'agit souvent de sujets âgés. Donc souvent, les circonstances de découverte, c'est asymptomatique lors de l'examen clinique par auscultation du souffle systolique. Alors, quand il est symptomatique, donc s'il est symptomatique, ça veut dire que le rétrécissement aortique est sévère. Ça, c'est, on ne peut pas avoir un rétrécissement aortique modéré ou léger qui donne des symptômes. Rétrécissement aortique sévère peut donner des symptômes. Les autres rétrécissements qui ne sont pas sévères ne peuvent pas entraîner des symptômes. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, un patient consulte pour une dyspnée, on tombe sur un rétrécissement aortique modéré, ce n'est pas ça qui les souffre. Il faut chercher autre chose. D'accord? Donc, l'imputabilité des symptômes ne peut être liée qu'à un rétrécissement aortique sévère. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptôme? On peut avoir la dyspnée. Plus souvent, les symptômes liés au rétrécissement aortique sont des symptômes d'effort. Donc, quand les symptômes apparaissent, c'est que le pronostic spontané est très mauvais. Vous allez voir tout à l'heure quand on voit le pronostic. Le plus souvent, c'est en rapport avec une dysfonction diastolique, dont on a parlé tout à l'heure, ou bien à une mauvaise augmentation du débit cardiaque à l'effort. Bien sûr, il y a un rétrécissement, donc au repos, ça suffit, mais quand on fait un effort, le débit cardiaque qui est développé par le ventricule gauche ne suffit pas parce qu'il y a un obstacle. Donc, deux mécanismes.
Pour les faux asymptomatiques, hein, dont on a parlé tout à l'heure, il y a un intérêt de faire une épreuve d'effort. D'accord? Si vous auscultez par exemple un souffle systolique de rétrécissement cardiaque et vous retrouvez un rétrécissement aortique serré, le patient vous dit bon, moi ça va, je ne suis pas essoufflé. Donc il faut lui proposer une épreuve d'effort. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut rechercher, mais surtout pour rechercher le développement des symptômes. Donc, s'il est soufflé au premier palier de l'épreuve d'effort, ça veut dire que c'est un faux asymptomatique. D'accord? Donc, ça, c'était la dyspnée. Deuxième symptôme, c'est la syncope. Hein? Souvent, elle survient comme tous les symptômes du rétrécissement aortique à l'effort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on fait un effort, vous savez très bien, les muscles, il va y avoir une vasodilatation artérielle au niveau musculaire, artériolaire, donc diminution des résistances périphériques, et ce qui fait qu'il va y avoir un vol. Un vol, ça veut dire que le sang va se diriger de préférence là où la pression est basse. Donc, au niveau, il va y avoir une diminution, un vol du sang vers les muscles aux dépens de la perfusion cérébrale. Et si la perfusion cérébrale diminue comme ça brutalement, on va avoir une syncope. D'accord? Donc, le mécanisme de la syncope, c'est surtout à l'effort. Il y a une vasodilatation périphérique, vol sanguin, diminution de la perfusion cérébrale, perte de connaissance. OK? Alors, plus rarement, on peut avoir des syncopes de repos, hein, beaucoup plus rarement, soit en rapport avec un passage en fibrillation atriale. Vous savez très bien que en cas de dysfonction diastolique, c'est-à-dire une augmentation de la pression diastolique ventriculaire gauche, la systole auriculaire est très importante pour le remplissage ventriculaire. Bien sûr, si le remplissage n'est pas bon, vous allez avoir une diminution du débit. Donc, lors du passage en FA, c'est lors du passage en FA, puis il va y avoir une baisse drastique du remplissage ventriculaire gauche, une baisse du débit cérébral. Donc, le patient syncope. C'est souvent des patients qui font de la fibrillation atriale paroxystique. D'accord? Je ne sais pas si vous avez fait le cours, mais la fibrillation atriale, c'est la perte de la systole auriculaire. Donc, perte brutale de la systole auriculaire, on peut avoir une syncope par diminution du remplissage ventriculaire gauche. Et qui dit diminution du remplissage ventriculaire gauche, diminution de volume d'éjection systolique, notamment avec le rétrécissement aortique. Donc, déjà, le volume d'éjection est relativement diminué et on va avoir une syncope. Ou bien, parfois, on peut avoir un BAV, bloc auriculo-ventriculaire paroxystique, qui est relativement fréquent en cas de rétrécissement aortique dégénératif. Pourquoi? Parce que ces calcifications peuvent se déposer aussi sur le tissu de conduction. Vous savez très bien que la valve aortique a des rapports très étroits avec le septum interventriculaire et là où il passe le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, parfois, il y a des calcifications qui siègent à ce niveau, qui vont interrompre le flux électrique, qui vont entraîner un BAV. Et retenez surtout des syncopes à l'effort, rarement au repos, par passage en fibrillation atriale ou par bloc auriculo-ventriculaire paroxystique en rapport avec les calcifications. Alors, longueur d'effort, je pense que vous l'avez compris pourquoi. On en a parlé dans la physiopathologie. Donc, sans sténose coronaire, en rapport avec une inadéquation entre les apports et les besoins. On a expliqué tout à l'heure la physiopathologie de Longor dans le rétrécissement aortique. Alors, d'autres manifestations, on peut avoir des hémorragies digestives. Bon,
C'est rare, mais il y a une entité qui est une association entre rétrécissement aortique serré et les angiodysplasies au niveau du côlon, surtout au niveau du côlon. On ne connaît pas vraiment la physiopathologie. On peut avoir aussi des manifestations emboliques qui sont rares. Il peut s'agir d'embolie calcaire. Vous savez que la valve aortique elle est calcifiée dans le RA dégénératif. Ça peut entraîner des emboles au niveau cérébral, au niveau coronaire, au niveau périphérique. Ou bien parfois, c'est des emboles thrombotiques sur des valves épicites. Bon, c'est quand même assez rare, mais sachez que ça existe. Alors, les signes physiques. On était dans les circonstances de découverte et les signes fonctionnels. Maintenant, les signes physiques, au niveau, le premier temps, pour l'inspection, il n'y a pas grand-chose. La palpation, on peut avoir ce qu'on appelle un parvus tardus du pouls carotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pouls qui est prolongé avec un pic tardif et une faible amplitude. D'accord? Donc, c'est le pouls est de faible amplitude. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obstacle aortique et il est. Pardon. Et le pic, il est tardif parce que la montée du pouls, elle n'est pas abrupte. Il y a cette sténose qui gêne l'augmentation brutale de la pression systolique au niveau de la carotide. C'est un signe qui se voit en cas de rétrécissement aortique sévère. Ça veut dire serré, très serré. Donc, il est spécifique, mais il est peu sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on ne le trouve pas, ça ne veut pas dire que le rétrécissement aortique n'est pas serré. Si on le trouve, ça veut dire que le RA est serré. Si on ne le trouve pas, ça ne veut pas dire que le RA n'est pas serré. Parce qu'il est, si vous avez par exemple des résistances périphériques élevées ou une rigidité artérielle, le parvus tardus peut ne pas se voir. Regardez ici, pour vous expliquer un peu, ça c'est à votre gauche, c'est le normal, ça c'est les vitesses, ça représente la vitesse du sang au niveau de la carotide, d'accord? Chez un patient qui est normal. Regardez la montée ici. La montée, elle est quasiment presque perpendiculaire quand le patient n'a aucune pathologie. Regardez ici, cette montée, elle n'est pas, regardez ici, elle monte avec une pente. Normalement, ça doit être comme ça. Là, elle est vraiment une pente qui n'est pas raide, on va dire. Donc ça, c'est le tardus. Et le parvus, regardez les amplitudes. Ici, amplitude, elle est plus importante chez le patient qui n'a pas de soucis, alors qu'elle est relativement basse chez le patient qui a un rétrécissement aortique. Voilà, c'est ça le parvus tardus. Alors, l'auscultation, c'est le temps le plus important. Alors, le souffle systolique au foyer aortique, il est souvent intense. Il est mésosystolique, avec un pic mésosystolique. Le timbre est rude et râpeux. L'irradiation vers la carotide, parfois vers la pointe, ce qu'on appelle le phénomène de Galavardin. Le phénomène de Galavardin, ça veut dire il y a les hautes fréquences, quand le sang est tourbillonnant, ça donne des fréquences élevées et des fréquences basses en termes d'auscultation. Les fréquences basses ont tendance à être plus audibles au niveau de la pointe, ce qu'on appelle le phénomène de Galavard. Et les fréquences élevées, avec l'irradiation du souffle habituel, c'est vers la carotide.
Le phénomène de Gala-Varden n'est pas retrouvé tout le temps, mais l'irradiation est souvent plutôt vers la carotide, elle suit le G aortique. Alors, on peut avoir aussi par rigidité des valves une abolition du B2. Donc, vous avez le deuxième bruit qui est la fermeture de la valve aortique. Normalement, vous entendez ça. Et si la valve n'a pas beaucoup de jeu, elle ne peut pas s'ouvrir beaucoup. Donc, quand elle se ferme, on n'entend rien. D'accord? Donc, vous savez que le B2, il est la résultante de la fermeture de la valve pulmonaire et de la valve aortique. La valve pulmonaire, elle se ferme un peu avant la valve aortique. Hein, on dit le A2, c'est la fermeture de la valve aortique qui est perdue. Je viens de l'expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu valvulaire, s'ouvre pas bien, donc quand elle se ferme, elle ne claque pas. Et souvent, la fermeture de la valve pulmonaire, elle se fait pendant l'éjection aortique. Et quand vous avez le souffle, la fermeture de la valve pulmonaire, le son de la fermeture de la valve pulmonaire, il est perdu dans le souffle aortique. Parce que la pulmonaire se ferme avant l'aortique. D'accord? Alors, donc le souffle systolique de rétrécissement aortique varie avec la durée de la diastole. C'est-à-dire, parfois, il y a des situations où la diastole diminue ou augmente en cas de fibrillation atriale. Fibrillation atriale, vous avez complètement un rythme irrégulier, donc vous avez des diastoles variables. Donc le souffle systolique va varier en termes d'intensité. En cas d'arythmie, par exemple en cas de FA, ou bien en cas d'extrasystolie. Hein, si vous avez une extrasystole ventriculaire, par exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle le repos compensateur, c'est-à-dire la diastole d'après, elle va être très longue, et puis après, le souffle post-extrasystole va être plus important. C'est à l'inverse du souffle systolique d'insuffisance mitrale qui ne dépend pas de la durée de la diastole. Donc ça, c'est pour différencier un peu les deux souffles. Alors, le souffle de rétrécissement aortique aussi augmente avec le squatting. Hein. Donc, quand on s'assoit, il va y avoir une augmentation du retour veineux, hein, et ça va entraîner un remplissage plus important du ventricule gauche, et puis une éjection plus importante, et puis un souffle plus important. Et il diminue avec la position debout et la manœuvre de Valsalva, qui, elle, diminue le retour veineux. D'accord? Alors, je pense que je ne vous ai pas... j'ai omis un truc important qui est sur le polycopier. Alors, quels sont les signes auscultatoires d'un rétrécissement aortique serré? C'est la durée du souffle. D'accord? La durée du souffle. C'est le plus important. C'est-à-dire, plus il est prolongé, plus le rétrécissement aortique est serré. 1. 2. L'abolition du B2 est en faveur d'un rétrécissement aortique serré. 3. L'intensité du souffle, mais l'intensité du souffle n'est pas vraiment... parfois, le souffle n'est pas intense, mais le rétrécissement aortique, il est serré parce que, par exemple, s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, le ventricule gauche ne peut pas développer une systole puissante et donc le souffle risque d'être faible. Donc, sa présence, oui, est en faveur, mais son absence n'est pas en défaveur. D'accord? Donc, 3 symptômes, 3 signes auscultatoires. Le plus important, si vous avez une QCM ou quoi que ce soit à choisir, donc le plus important, c'est la durée du souffle systolique aortique.
c'est elle qui est la plus corrélée au degré de rétrécissement. 2, l'abolition du B2. 3, l'intensité du souffle. Et vous avez à la palpation le parvus tardus qui est aussi un signe en faveur d'un rétrécissement aortique serré. C'est une question qui est fréquente lors des examens. J'insiste un peu. En tout cas, vous allez la retrouver sur le polycopier qui va être dispo sur le site de la faculté de médecine. Alors, l'électrocardiogramme, on a terminé avec la clinique. L'électrocardiogramme ne montre pas de signes spécifiques. On peut avoir une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique, et le signe le plus fréquent. On peut avoir des troubles de la conduction, BAV1 le plus souvent. Mais c'est des signes qui ne sont pas du tout spécifiques du rétrécissement aortique qu'on peut avoir chez le sujet âgé, en cas d'hypertension artérielle, en cas d'autres pathologies. Donc, alors, on arrive au vif des examens, c'est l'échocardiographie. Parce qu'elle permet pratiquement tout en termes de diagnostic. Elle pose le diagnostic positif. Elle oriente le diagnostic étiologique. Elle évalue la sévérité. Elle évalue le retentissement cardiaque. Et elle recherche d'autres pathologies associées. D'abord, le diagnostic positif. En 2D, on va voir la diminution du mouvement de la valve aortique. Vous allez voir une valve aortique qui ne bouge pas trop. Alors, en Doppler continu, on va voir ce qu'on appelle l'aliasing. C'est une mosaïque couleur au niveau de la valve aortique. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous avez des turbulences, vous allez avoir des couleurs qui se mélangent là où il y a la turbulence. Donc, vous savez très bien que le souffle est lié à la turbulence. Pareil, cette mosaïque, ce qu'on appelle l'aliasing, est liée à une turbulence qui est liée à un obstacle. Et le Doppler continu va nous montrer ce gradient de pression ventricule gauche-aorte. Voici ce qu'on voit en Doppler en 2D. Hein, on voit l'image de la valve aortique. Regardez, il y a des calcifications là qui sont brillantes. Et on voit aussi qu'elle ne s'ouvre pas très bien. Ça, c'est en systole. Normalement, les valves cet orifice-là aortique doit être beaucoup plus important que ça. Et on voit qu'en dynamique aussi, on peut le voir, c'est des valves qui ne bougent pas. Regardez ici, ça c'est une image de Doppler continu. Regardez, ça c'est le gradient VG aorte. Ça représente ce qui est en couleur ici. D'accord? Donc, voici, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est la courbe ventriculaire, la pression ventriculaire, et ça c'est la pression aortique. D'accord? Et vous voyez ici cette différence de pression, c'est le gradient VG aorte. Normalement, il est de quelques millimètres de mercure. Je vous ai dit tout à l'heure, entre 3 et 5 millimètres de mercure. Là, dans le rétrécissement aortique, quand il est serré, c'est à partir de 40 mm de mercure, ce qui est énorme. Vous voyez ici, c'est ça le gradient. Là, on peut mesurer la vitesse maximale du G aortique qui est là. Et on peut aussi mesurer le gradient moyen par la mesure de cette surface. Okay? Quand on mesure avec l'échographe cette surface, ça nous donne directement le gradient moyen entre le VG et l'aorte en termes de pression. D'accord? Et ça nous donne aussi la vitesse maximale, qui sont des critères, on va voir tout à l'heure, de sévérité, d'évaluation de la sévérité. OK? Alors, elle oriente le diagnostic étiologique, surtout en mode 2D, bien sûr, la morphologie de la. On peut voir si c'est une valve bicuspide, c'est simple. On peut voir si c'est un rétrécissement calcifié, hein, avec sclérose valvulaire et calcification. On peut voir la symphyse commissurale en cas de rhumatisme.
On peut voir s'il s'agit d'une sténose sous-valvulaire ou sus-valvulaire en cas surtout de congénital. Donc, le diagnostic étiologique est souvent simple, facile, avec l'échographie, surtout en mode 2D. On peut évaluer la sévérité. Donc, une fois le diagnostic est fait, il faut évaluer la sévérité. Donc, on évalue la sévérité par le gradient ventricule gauche aorte. Si le rétrécissement aortique est sévère, le gradient moyen doit être supérieur ou égal à 40 mm de marque. Ou bien une vitesse maximale, comme je vous ai montré tout à l'heure, du flux transvalvulaire supérieur ou égal à 4 mètres secondes. C'est simple, à 40 et 4. Donc, c'est des critères simplexes. Ou bien en mesurant la surface aortique. Si la surface aortique fonctionnelle, elle est inférieure à 1 cm² ou une surface indexée inférieure à 0,6 cm² par mètre carré de surface corporelle, là, on parle de rétrécissement aortique sévère. Donc, c'est ça les critères de sévérité d'un rétrécissement aortique à connaître par cœur. Regardez ici, vous avez ici, donc le B, vous avez un rétrécissement aortique léger. Si la vitesse maximale est entre 2 et 3 et le gradient moyen est inférieur à 20. Il est modéré, c'est simple, hein, c'est à partir de 2. Entre 2 et 3, c'est léger, entre 3 et 4, c'est modéré, et supérieur à 4, c'est sévère. Et les pressions, c'est pareil. Inférieur à 20, entre 20 et 30. Pardon, inférieur à 20 et entre 20 et 40 de gradient moyen. Et on parle de rétrécissement aortique très serré. Ça n'existe pas sur la plaque. Si la vitesse maximale est supérieure à 5,5. OK? Et si la surface est inférieure à 0,6 cm² ou bien indexée inférieure à 0,4 cm² par mètre carré. Alors, après avoir confirmé le diagnostic étiologique, la sévérité, maintenant c'est le retentissement. On recherche l'HVG, la fraction d'éjection ventriculaire gauche, le strain, le GLS dont on a parlé, c'est un paramètre de fonction systolique, et aussi les pressions pulmonaires, si elles sont élevées. Aussi, je n'ai pas mis ici, mais les pressions pulmonaires et aussi la dysfonction diastolique. Et on recherche aussi des pathologies associées. Autres valvulopathie, surtout dans le cadre du RA rhumatismal, mais aussi dans le dégénératif. Il y a aussi des insuffisances mitrales dégénératives qui sont plus rares, mais on peut avoir une association d'autres valvulopathies. La dilatation de l'aorte ascendante, notamment dans la bicuspide aortique, et aussi la cardiopathie ischémique, s'il y a des troubles de la cinétique segmentaire, c'est-à-dire des zones myocardiques qui se contractent moins que d'autres, ça peut être lié à un infarctus qui peut passer inaperçu, parce qu'on avait dit que le rétrécissement aortique dégénératif a la même pathogénie que la pathologie l'athérosclérose, et il y a une association entre les deux pathologies. D'accord? Alors, maintenant, après l'échographie transthoracique simplex, on peut avoir recours à l'échographie à la dobutane. Pourquoi? Parce que parfois, on s'aperçoit que le patient a déjà une dysfonction ventriculaire gauche. Et on voit que les valves ne s'ouvrent pas bien à l'échographie. Donc, on ne sait pas très bien si, et on calcule la surface aortique, on va retrouver une surface aortique
basse qui est en faveur d'un rétrécissement aortique serré, mais le gradient de pression est faible et la vitesse maximale est faible. Parce que on ne sait pas, est-ce que maintenant il s'agit d'un rétrécissement aortique serré qui a entraîné une dysfonction ventriculaire gauche, d'accord, ou bien c'est juste le ventricule gauche qui est très faible, qui ne peut pas ouvrir la valve par l'éjection, ce qu'on appelle le pseudo-rétrécissement aortique. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que c'est la valve qui a entraîné la dysfonction ventriculaire gauche, ou bien ce n'est pas un rétrécissement aortique, c'est le ventricule gauche qui est malade, qui n'arrive pas à pousser cette valve aortique pour bien s'ouvrir, et donc c'est un pseudo-rétrécissement aortique. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une échographie, on injecte de la dobutamine à la seringue électrique. Si le muscle cardiaque a une réserve contractile, c'est-à-dire qu'il va avec la dobutamine se bien contracter, on va pouvoir faire la différence. Si la valve aortique va s'ouvrir, ça veut dire que c'était un problème de muscle cardiaque, c'est un pseudo-rétrécissement aortique. Et si non, le débit va augmenter, la contractilité augmente, mais la valve reste toujours d'une surface basse et le gradient de pression va augmenter puisque le ventricule sous dobutamine va éjecter d'une manière puissante. Donc, ça, c'est un rétrécissement aortique sévère. Mais parfois, malheureusement, il n'y a pas de réserve contractile. Donc, regardez ici, si on a un rétrécissement aortique avec bas débit et bas gradient, on fait la dobutamine. Si pas de réserve contractile, bon, impossible de conclure. Pas de réserve contractile, ça veut dire on injecte la dobutamine, mais le muscle n'améliore pas sa contractilité, c'est-à-dire qu'il est complètement fibrosé. La contractilité ne s'améliore pas, donc on ne peut pas conclure est-ce que c'est un rétrécissement aortique ou un pseudo-rétrécissement aortique. S'il y a une réserve contractile, c'est-à-dire qu'avec la dobutamine, le débit va augmenter. S'il y a une augmentation de la surface, donc de la surface aortique, c'est un pseudo-RA. Le problème était le muscle cardiaque qui ne pouvait pas pousser sur une valve, qui ne pouvait pas ouvrir la valve parce qu'il était trop malade. S'il y a une augmentation du gradient avec une valve qui reste rétrécie, c'est un rétrécissement aortique. D'accord? Donc ça, c'est un cas un peu particulier pour comprendre un peu l'intérêt de l'échographie à la dobutamine, qui n'est intéressante qu'en cas de rétrécissement aortique avec bas débit et bas gradient. C'est-à-dire, en surface, on retrouve une surface aortique basse avec un débit et des gradients qui ne sont pas élevés. Alors que normalement, la vitesse augmente et le gradient moyen augmente. Alors, maintenant, l'échographie transœsophagienne, pas vraiment d'intérêt, sauf si le patient est peu échogène. Si on ne voit rien en transthoracique, l'écho transœsophagien peut nous aider. Alors, le scanner cardiaque, alors, il permet d'évaluer les calcifications aortiques valvulaires. Alors, quel est son intérêt en diagnostic? Parfois, quand on fait les calculs, on a un rétrécissement aortique qui est serré avec la surface aortique, c'est-à-dire une surface inférieure à 1 cm², mais on a un gradient qui n'atteint pas le 4 mètres secondes, ou bien un gradient moyen qui n'atteint pas les 40 mm de mercure. Là, le diagnostic est douteux. Peut-être qu'on s'est trompé quand on a calculé la surface. Mais on la calcule et on la recalcule, elle est toujours inférieure à 1 cm². Maintenant, si on est dans cette situation, ce qu'on appelle un rétrécissement aortique avec fraction d'éjection conservée, la différence avec tout à l'heure, c'est que là, la fonction ventriculaire gauche, elle est conservée par rapport au cas où on a utilisé la dobutamine. Vous avez une fraction d'éjection qui est normale et vous avez
un débit qui est normal, pardon, vous avez une fraction d'éjection qui est normale, mais le gradient est bas, la vitesse est basse, mais la surface est basse. Donc, on ne sait pas trop si c'est un rétrécissement aortique serré ou pas. Dans ce cas-là, on peut s'aider du scanner. Si le scanner montre des calcifications aortiques importantes, là, c'est en faveur d'un rétrécissement aortique serré. Si le score calcique aortique est bas, là, il s'agit très probablement d'une erreur de calcul de la surface. Ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est en cas de TAVI. Le TAVI, c'est quoi? C'est le remplacement valvulaire transcutané. C'est Trans-Aortic Valve Implantation, c'est-à-dire c'est sans ouvrir, on passe par la voie artérielle fémorale avec une valve qui est crimpée, c'est-à-dire condensée, qui va s'ouvrir quand on arrive, qu'on va l'ouvrir quand on arrive au niveau de la valve aortique et écraser avec cette valve, la valve native. D'accord? Donc sans ouvrir. Donc si on a programmé chez un patient un TAVI, là, le scanner aortique est indispensable pour calculer les diamètres et tout ça. Les diamètres, la distance des ostia coronaires, les diamètres de la fémorale aussi, pour voir si le matériel va monter ou pas. Donc, deux intérêts, en pré-TAVI et l'aide au diagnostic en cas de fonction ventriculaire gauche conservée avec une surface basse et des gradients un profil hémodynamique de pression qui ne concorde pas avec la surface qu'on a calculée. D'accord? L'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, il faut savoir qu'elle est contre-indiquée en cas de rétrécissement aortique serré, symptomatique. S'il est symptomatique, il ne faut pas le faire. D'accord? Parce que ça risque de faire, le patient risque de faire une mort subite. Elle a un but surtout pronostique, elle est proposée en cas de rétrécissement aortique serré asymptomatique, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour démasquer les faux asymptomatiques. Et donc, on s'attend à déclencher des symptômes à des paliers bas d'effort, ou bien une réponse inadaptée de la pression artérielle à l'effort. Donc, une baisse de la pression artérielle à l'effort. Normalement, à l'effort, la pression artérielle va augmenter. Si elle baisse, c'est que c'est de mauvais pronostics spontanés. Donc, c'est des patients qu'il faudrait opérer, même s'ils ne sont pas symptomatiques. C'est toujours dans le RA serré, hein? RA serré asymptomatique. C'est là l'intérêt de l'épreuve d'effort, le seul intérêt. Maintenant, on arrive au pronostic. Regardez un peu le pronostic des patients. Ça, c'est une courbe de survie, hein? Donc, vous voyez en bas les années. Je ne sais pas si vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec ce genre de courbes, ce qu'on appelle les courbes de Kaplan-Meier, qui montrent en haut le pourcentage et en abscisse, on ordonnait les pourcentages et en abscisse les années. Et donc, si le rétrécissement aortique en bleu ici n'est pas serré, hein, donc, vous voyez que la survie est quand même assez bonne. S'il est entre, on va dire, modéré, ça c'est la vitesse hein, transvalvulaire, donc rétrécissement aortique modéré en violet, vous voyez que la survie est intermédiaire, mais s'il est serré, la survie est vraiment à 5 ans, elle est quasi nulle. Hein. Vous voyez que le pronostic, même déjà à 2 ans, il y a quand même 70% de mortalité. Regardez ici, s'il est plus que serré, regardez s'il est supérieur à 5,5 mètres par seconde, c'est-à-dire très serré, le pronostic est vraiment très sombre. OK, donc ça c'est le pronostic en termes de sévérité du rétrécissement aortique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand les patients deviennent symptomatiques, c'est un tournant du rétrécissement aortique. Regardez le pronostic en cas de dyspnée d'insuffisance cardiaque
la survie, il y a une baisse brutale de la survie. D'accord? Après la syncope, et puis après l'angor. Donc, le plus mauvais signe, c'est l'insuffisance cardiaque, et puis la syncope, et puis l'angor. Mais en tout cas, par rapport à quelqu'un qui est opéré, il n'y a pas photo en termes de pronostic. D'accord? Donc, regardez, en moins là, l'insuffisance cardiaque, c'est en général une année. Hein? Le patient décède dans l'année. Après, ici, c'est à peu près 2 ans. Et après, ici, c'est 3 ans. 3 à 4 ans pour l'embolie, pour l'angor. Donc là, des symptômes, c'est ici, vous avez en cas de positif, c'est-à-dire apparition de symptômes, ou bien la baisse de la pression artérielle systolique. Donc, si c'est le cas, le pronostic est très mauvais. Aussi, si vous avez l'augmentation, c'est l'évolution, la progression de la vitesse maximale. Si la vitesse maximale augmente de plus de 0,3 mètres par seconde par an, en cas de rétrécissement avec rétrécissement aortique calcifié, c'est de mauvais pronostics. Alors, on a parlé du pronostic et tout ça. Maintenant, comment prendre en charge un rétrécissement aortique sérieux? Alors, il n'existe pas de traitement médical spécifique. Hein. Le traitement médical, c'est surtout le traitement des comorbidités qui sont fréquentes, l'hypertension, la fibrillation atriale. En cas d'insuffisance cardiaque, les diurétiques en attendant le remplacement valvulaire. Donc, le traitement, même si la pathogénie en cas de rétrécissement aortique calcifié est la même que l'athérosclérose, on a essayé par exemple les statines qui améliorent le pronostic des coronaropathies, tout ça, et des artériopathies périphériques, mais pour la valve aortique, ça ne change rien. Ça ne ralentit pas la progression de la maladie. Donc, ils n'ont pas d'intérêt. Le traitement médical n'a pas vraiment d'intérêt pour le rétrécissement aortique. C'est vrai. Alors, la valvuloplastie aortique, c'est quoi? C'est monter un ballon et craquer la valve, l'ouvrir. Elle est peu efficace à moyen terme parce que les rosténoses sont sont très très fréquentes, quasi constantes et surviennent rapidement au bout de 6 mois, avec un résultat souvent incomplet. L'indication, c'est exceptionnellement une alternative chez des patients en état précaire afin de les améliorer en attendant un remplacement valvulaire. Donc, si vous voyez un patient dans un état qui ne va pas supporter même pas un état vie, donc on peut lui proposer une valvuloplastie pour l'améliorer un peu et puis lui proposer un traitement définitif. Le remplacement valvulaire, c'est le vif du traitement. Ça peut être par voie chirurgicale, par valve mécanique ou bioprothèse. Donc, voie chirurgicale, on ouvre le thorax, on fait une circulation extracorporelle du sang et on clampe la aorte, on change la valve par une valve mécanique ou une bioprothèse. En cas de dilatation de l'aorte associée de plus de 45 mm, il faut faire ce qu'on appelle une intervention de Bentall. Il faut changer aussi l'aorte ascendante par un tube valvé, c'est-à-dire c'est un tube où il y a aussi une valve aortique et on réimplante les coronaires. Donc c'est une chirurgie assez lourde. Hein. Pour faire un Bentall, ça prend des heures et des heures. Il y a aussi dans les moyens thérapeutiques l'intervention de Ross. Hein, elle consiste à switcher le culot aortique à la place du culot pulmonaire, le culot pulmonaire à la place du culot aortique.
Hein. L'indication principale, c'est chez l'enfant. Parce que chez l'enfant, on ne peut pas mettre des valves mécaniques parce qu'il va, ou bioprothèse, parce qu'il va, là, il y a la croissance, donc il va y avoir un mismatch après, hein, la valve sera très petite et son aorte va grandir. Donc la seule alternative, c'est de mettre la valve malade sur la pulmonaire. Hein. Et la valve aortique, c'est sa valve pulmonaire. Elle est devenue en position aortique. D'accord. Ou bien aussi chez la femme jeune qui désire une grossesse pour ne pas avoir les contraintes des anticoagulants. Parce que les bioprothèses chez la femme jeune, ça dégénère très rapidement. Deuxième solution, c'est le TAVI, Transaortic Valve Implantation. C'est par voie percutanée, on va mettre une valve biologique. Donc, c'est une valve, on va dire, crimpée, qui est écrasée, on va dire, et on monte par voie artérielle rétrograde, le plus souvent par voie fémorale, jusqu'à l'aorte, et puis on va écraser la valve native par cette valve qui va s'ouvrir, qu'on va déployer. On va avoir un remplacement sans ouverture, sans chirurgie. Les indications. Donc, quand est-ce qu'il faut faire le remplacement valvulaire? En cas de rétrécissement aortique serré, symptomatique, ou bien dans certaines situations, si le rétrécissement aortique est asymptomatique. Toujours serré. Hein? S'il n'est pas serré, il n'y a pas lieu d'opérer. Donc, si la fraction d'éjection est inférieure à 5%, si l'épreuve d'effort est positive, c'est-à-dire symptômes ou baisse de la pression artérielle, systolique, si progression rapide en cas de RA calcifié, avec une augmentation des vitesses transvalvulaires de plus de 0,3 mètres par seconde. En cas de rétrécissement aortique très serré, avec une vitesse transvalvulaire supérieure à 5,5 mètres par seconde. En cas d'indication d'une autre chirurgie cardiaque ou aortique, d'accord, pontage ou chirurgie d'autres valves, si vous avez un rétrécissement aortique serré, voire même modéré, on peut proposer aussi un remplacement valvulaire. S'il y a une hypertension pulmonaire supérieure à 60 mm de mercure qui est confirmée par le cathétérisme, si vous avez un BMP élevé, confirmé à plusieurs fois, le BMP c'est quoi? C'est le Brain Natriuretic Peptide. D'accord? C'est le peptide natriurétique qui est augmenté en cas d'élévation des pressions télédiastoliques ventriculaires gauche. Donc, l'élévation des pressions télédiastoliques ventriculaires gauche va entraîner la stimulation de la sécrétion du BMP. S'il est élevé, ça veut dire qu'il y a une augmentation des pressions télédiastoliques ventriculaires gauche. Ils ont montré que cette élévation elle est de mauvais pronostic. Donc, et chez les patients qui ont un BMP élevé, il vaut mieux les opérer que d'attendre les symptômes. D'accord? Si le RA est modéré avec indication d'une chirurgie cardiaque ou de l'aorte à son. Donc, si on ouvre, il faut en profiter pour changer la valve, même si le RA est modéré, parce qu'il risque d'évoluer. D'accord? Alors, le choix de la technique entre TAVI et chirurgie. Le TAVI est préférable chez les sujets globalement fragiles, c'est-à-dire sujets de plus de 75 ans, s'il y a un risque chirurgical élevé ou au moins modéré, si c'est un redux, c'est-à-dire il a eu déjà une chirurgie cardiaque. Vous savez qu'un patient qui est déjà opéré du cœur, quand on le réopère, il y a un risque de tamponnade quand on ouvre, hein, de lésion du cœur par adhérence quand on ouvre le thorax. C'est toujours risqué, le redux, hein, la réintervention. En cas de radiothérapie thoracique, parce que l'aorte, elle devient ce qu'on appelle une aorte fragile, porcelaine, très calcifiée. Et en cas d'un patient fragile, c'est-à-dire il y a des scores de fragilité. Hein.
fragile, c'est un peu subjectif, mais il y a des choses qu'on a du mal à quantifier. Hein, la fragilité, il y a des scores, mais quand vous voyez le patient, vous allez dire je ne pense pas que ce patient va supporter une CEC, une circulation extracorporelle. Il paraît très fragile. C'est un peu l'âge physiologique, si vous voulez. D'accord. Donc, et la chirurgie est préférable si le sujet est jeune, s'il y a une bicuspidie, parce que la bicuspidie, c'est un peu une anatomie particulière. Ils ont souvent une aorte un peu couchée et la valve, elle risque de migrer quand on la met par voie transcutanée. Mais il y a des cas de bicuspidie qui ont été traités par TAVI, mais pour l'instant, ce n'est pas une bonne indication pour le TAVI. Quand la voie fémorale n'est pas possible pour le TAVI parce qu'il y a des occlusions, parce que leur diamètre, le diamètre est petit. Si les ostéocoronaires sont basses, hein, parce que quand on implante une valve, si les ostéocoronaires sont basses, on peut les obstruer et si on obstrue l'ostium du tronc commun, par exemple, le patient il va décéder. Et en cas d'étiologie non dégénérative, sans calcification, c'est-à-dire la valve pour qu'elle puisse bien accrocher et qu'elle ne va pas migrer lors de la systole, il faut qu'il y ait un ancrage. Et les calcifications, souvent, aident à l'ancrage de la valve. Si vous avez par exemple une étiologie rhumatismale, la valve risque de glisser parce qu'il n'y a pas ces calcifications. Alors, le choix de la prothèse, donc si c'est un TAVI, on n'a pas à choisir, hein, c'est une valve biologique. On ne peut pas pour l'instant crimper une valve mécanique. Si c'est une chirurgie, la valve mécanique est préférable en cas de sujet jeune, de moins de 65 ans. En cas d'existence d'hyperparathyroïdie, pourquoi? Parce que les hyperparathyroïdies entraînent une dégénérescence rapide des valves biologiques. Ou bien, si le patient a déjà qui est obligé d'être sous anticoagulant, donc à choisir, on va lui mettre une valve mécanique aortique. Parce que l'avantage de la valve mécanique, c'est qu'elle ne dégénère pas, elle peut tenir toute une vie, des années, mais l'inconvénient, c'est que ça nécessite un traitement anticoagulant à vie, et si on n'est pas bien anticoagulé, on risque la thrombose de la valve mécanique, et qui peut être mortelle. Donc ça, l'avantage, c'est la durabilité, mais l'inconvénient, c'est le traitement après, par les anticoagulants. OK? Donc, chez les sujets jeunes, on sait très bien que les sujets jeunes ont une espérance de vie, bien sûr, meilleure. Donc, si on met une valve biologique, elle risque de dégénérer. Et donc, on va l'exposer à un risque de deuxième intervention. Et en plus, les sujets jeunes entraînent une dégénérescence. La dégénérescence est plus prononcée chez le sujet jeune que chez le vieux. Et aussi, l'hyperparathyroïdie est un facteur de dégénérescence des bioprothèses. Alors, la biologique, surtout chez les sujets âgés, parce que son espérance de vie ne dépasse pas les 15 ans, la valve peut tenir jusqu'à 15 ans, donc elle va lui suffire pour le reste de sa vie. En cas de thrombose de valve, d'une valve mécanique sous traitement anticoagulant bien conduit. Donc, c'est un patient qui est thrombose. Si on lui met, déjà, il avait une valve mécanique qui a thrombosé, si on lui remet une valve mécanique, elle risque de retromboser, donc il vaut mieux lui mettre biologique. Si le risque hémorragique est très élevé, on ne peut pas le mettre sous anticoagulant parce qu'il a une pathologie qui fait qu'il saigne. Ou bien, en cas de désir de grossesse, les valves, ce n'est pas une contre-indication, une valve mécanique, mais il y a la contrainte des anticoagulants, avec le risque de thrombose, le risque de thrombose, le risque des hémorragies, parce qu'il faut switcher les anticoagulants et tout ça.
mais c'est discutable. Hein. Le désir de grossesse est discutable parce que c'est des sujets jeunes. Si on met une valve une valve biologique, c'est sûr qu'elle va en avoir après besoin d'une deuxième intervention parce qu'elle ne va pas lui tenir 40 ans. Hein. En plus, si le sujet jeune, elle dégénère beaucoup plus rapidement. Alors, le choix de la technique, donc le TAVI versus la chirurgie. Si le patient est à bas risque chirurgical, donc il vaut mieux préférer la chirurgie standard. S'il est de risque intermédiaire, on peut choisir les deux. C'est à la discrétion de l'opérateur et du patient. Si le risque est élevé, plutôt un TAVI. Si le risque est terminé, on a quasiment terminé. Je vais partager l'écran encore. Voilà, numéro 0. Voilà. Voilà, donc la surveillance, en cas de rétrécissement aortique modéré, surveillance clinique semestrielle, échographique annuelle, ou en cas de changement de symptômes. Donc, si vous avez un patient qui a un RA modéré, vous le voyez chaque semestre, surtout l'interroger sur les symptômes, sur la fatigue. Parfois, les patients, ils ont tendance à un peu négliger leurs symptômes, donc insister sur ça. Si c'est un rétrécissement aortique serré, il faut faire une surveillance clinique trimestrielle et échographique chaque 6 mois. Voilà, donc s'il y a une évolution, apparition de symptômes ou aggravation du rétrécissement aortique, une augmentation des vitesses rapidement, ou bien le RA devient beaucoup plus important avec une vitesse supérieure à 5,5, ou bien le VG va se détériorer, ou bien augmentation des pressions pulmonaires. Donc, rechercher les critères d'opérabilité et lui proposer une chirurgie. Voilà, je pense qu'on a terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous êtes là ou Mariam? Oui, docteur. Oui, docteur, on est là. Vous êtes là, d'accord. Bon, vous n'avez pas de questions? Aucune question? Normalement, il n'y a pas de questions. Bon, soit vous avez tout compris, soit... Il y a une question, docteur, juste en bas. Pardon? J'ai rien entendu. Hein? J'ai rien entendu. Je n'entends rien.
Docteur, Oui. il y a une question. Vous pouvez réexpliquer le dysfonctionnement systolique? Ouais. Bon, le dysfonctionnement systolique, donc si vous avez une contrainte pariétale, d'accord, euh, avec le temps, donc l'hypertrophie va essayer de s'opposer à la contrainte pariétale et qui va normaliser la contrainte pariétale. Parfois, cette hypertrophie ventriculaire gauche s'associe pour des raisons qu'on ne connaît pas à une fibrose. Si vous avez une fibrose, d'accord, vous allez avoir une mauvaise cicatrisation du ventricule gauche. Et vous allez avoir une baisse de la contractilité myocardique. Et si vous avez une baisse de la contractilité myocardique, vous allez avoir une dysfonction systolique, une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc, c'est une évolution qui prend beaucoup d'années. Le plus souvent, on n'a pas de dysfonction systolique. D'accord. Les premiers signes de dysfonction systolique, c'est la baisse du GLS, hein, la contractilité des fibres, qu'on voit sur l'échographie, sans diminution de la fraction d'éjection. La fraction d'éjection, souvent, elle reste conservée. Mais avec le temps, si l'évolution est très longue, on peut avoir une qui est le plus souvent corrigé par le remplacement valvulaire. Quand on remplace la valve, avec le temps, on récupère en termes de fraction d'éjection. Même l'HVG va régresser parce que la contrainte pariétale n'est plus là. Vous allez avoir une régression le plus souvent partielle, mais conséquente de l'hypertrophie. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Normalement, il n'y a aucune question, docteur. Ok, très bien. Merci. Parfait. Allez, donc, bon courage. Vous allez trouver le cours sur le site de la faculté de médecine. Je pense qu'on a un autre cours pour les gens de Mustapha. On a un autre cours ensemble, c'est un cours intramuros sur les anticoagulants. Je crois que c'est le 7. Oui, docteur. Donc, on fera une réunion pareil avec le Zoom. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci, docteur. Je vous en prie, au revoir.